ma famille m'a faussement accusé d'avoir couché avec la fiancée de mon cousin, marronnier, et maintenant, la véritable confession des briseurs de foyer a révélé une vérité qu'ils n'auraient jamais imaginée. Je m'appelle James, j'ai 32 ans aujourd'hui, mais tout ce bazar a commencé quand j'en avais 27. J'ai grandi dans une petite ville, juste à l'extérieur de Portland. Le genre d'endroit où tout le monde connaît les affaires de tout le monde, que ça te plaise ou non. Mon cousin Mike et moi étions pratiquement inséparables quand nous étions enfants. Pendant les vacances en famille, nous partagions toujours la même chambre, à chaque fois, jusqu'à ce que nous atteignions l'adolescence. C'est dire à quel point nous étions proches. Nos mères sont sœurs, alors elles faisaient en sorte que nous soyons toujours ensemble, les vacances, les week-ends, peu importe. Mike allait se marier avec Cathy, qui, drôle de coïncidence, vivait seulement 3 maisons plus loin que nous. Sa famille avait emménagé dans le quartier quand elle avait 8 ans et moi 10, et dès le premier jour, nos familles se sont parfaitement entendues. Vous savez, comme ces voisins qui deviennent une vraie famille. C'est ce qui s'est passé. Les parents de Cathy gardaient Mike et moi quand nos parents travaillaient tard. Et chaque été, sans faute, nous organisions ces grands barbecues bruyants dans le jardin. C'était ce genre de lien. Cathy était comme ma petite sœur. Elle venait me demander des conseils sur les garçons. Au collège, je l'aidais avec ses devoirs de maths. Bon, c'était plutôt qu'on galérait ensemble, rire. Je lui ai même appris à conduire dans ma vieille Honda Civic toute cabossée. Quand elle apprenait, paix à l'âme de la transmission de ma voiture. Alors évidemment, quand Mike et Cathy ont commencé à sortir ensemble à l'université, tout le monde était ravi. C'était logique, vous voyez? Ils se tournaient autour depuis le lycée, et quand ils se sont enfin mis ensemble en 3e année, toute la famille s'est dit « enfin ». Je n'exagère même pas, notre grand-mère a littéralement pleuré quand ils ont annoncé leur fiançailles. Avançons jusqu'au jour du mariage, le 15 juin 2019. C'était dans une salle plutôt sympa, juste à l'extérieur de la ville. Pas ultra luxueuse, mais clairement mieux que le mariage de mon frère Marc dans son jardin l'année précédente. Désolé, frérot, mais cette histoire de toilette portable, c'était dur. J'étais l'un des garçons d'honneur de Mike, avec son témoin Tom, son colocataire de fac, et quelques autres gars. La matinée a commencé normalement. Je suis arrivé tôt pour aider à installer les choses parce que c'est ce qu'on fait quand son cousin préféré se marie, non? Je portais ce costume bleu marine qui m'avait coûté beaucoup trop cher. Mais bon, les photos de mariage, c'est pour toujours. J'avais accroché ma boutonnière de garçon d'honneur, il m'a fallu 3 tentatives pour qu'elle soit droite et j'aidais les gens à trouver leur place. Un couple de personnes âgées m'a demandé pour la 3e fois où étaient les toilettes. Ils étaient adorables, mais avaient clairement du mal à se repérer. Alors je les ai accompagnés moi-même, parce que je ne suis pas un monstre. C'est là que tout a dégénéré. J'ai entendu un vacarme derrière moi, et avant même de pouvoir me retourner complètement, bam. J'ai été frappé si fort que j'ai littéralement vu des étoiles. Je pensais que c'était juste une expression dans les films, mais non de vraies étoiles, bon sang. Mike avait débarqué en trombe, avec Tom et quelques autres gars sur ses talons. Il avait l'air, je ne sais même pas comment décrire ça. Un mélange de rage, de douleur et d'autres choses. Il s'est mis à me frapper. Pas juste un coup, puis c'est fini. Non, une vraie agression. Je ne suis pas un petit gars à 1m85, et je vais à la salle de sport de temps en temps, mais Mike travaille dans le bâtiment, et il me démontait complètement. Il hurlait des trucs du genre, comment t'as pu, et, je te faisais confiance. Pendant ce temps, j'essayais juste de protéger mon visage et de comprendre ce qui se passait. Tom et 2 autres garçons d'honneur ont finalement réussi à le maîtriser et à le tirer de là. À ce moment-là, je saignais partout sur mon beau costume tout neuf, paix à lui aussi, le sang ne part pas facilement. Mon œil gauche se fermait sous l'enflure, et j'étais presque sûr que mon nez était cassé. Le couple de personnes âgées que j'aidais restait là, figé. La dame pleurait. Je me sens encore mal d'avoir gâché leur journée. Quelqu'un, je crois que c'était le responsable du lieu, a appelé les secours. Il voulait aussi appeler la police, mais j'ai réussi à dire non, avec ma lèvre en sang. Même si je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait, c'était toujours Mike. On avait grandi ensemble. Hors de question que je le fasse arrêter. Je me suis retrouvé dans une clinique à quelques kilomètres. La docteure me demandait sans cesse si je voulais porter plainte, pendant qu'elle vérifiait si mon nez était cassé. Petite anecdote, il n'était pas cassé, juste sévèrement contusionné. J'ai toujours une petite bosse aujourd'hui. Elle m'a donné une poche de glace tellement froide qu'elle faisait presque plus mal que les coups. Bon, pas vraiment, mais quand même ces poches de glace médicales, c'est du sérieux. C'est là que j'ai reçu le texto. Vous voyez ces moments dans les films, où un personnage regarde son téléphone, et tout son monde bascule? Ouais, c'était ça. Un message de mon père, le mariage est annulé. Vide le garage ce soir.
Petit contexte, j'avais quitté la maison depuis des années, mais j'avais encore des affaires stockées chez mes parents et des cartons de souvenirs d'enfance, du matériel de sport, des albums photos. En gros, des trucs que tu ne peux pas caser dans un petit appart, mais que tu ne veux pas jeter non plus. Rien de majeur, mais la façon dont il l'a dit, c'est là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai appelé mon père immédiatement. Messagerie directe. Pareil pour ma mère. Ma sœur ne répondait pas non plus. Le seul qui a décroché, c'était mon frère Marc, et tout ce qu'il a dit, c'est « Comment t'as pu faire ça à la famille ?» avant de raccrocher. Je suis là, dans une clinique, une poche de glace sur le visage, avec l'air de quelqu'un qui vient de faire 10 rounds contre Mike Tyson, et aucun membre de ma famille ne répond à mes appels. L'infirmière me lançait des regards pleins de compassion pendant que j'essayais de joindre tout le monde. Elle devait sûrement penser que j'étais un mec qui s'était battu dans un bar à 11h du matin, en costume, ouais. Finalement, j'ai décidé de conduire jusqu'à chez mes parents. Petite remarque, conduire avec un œil fermé par l'enflure, c'est franchement galère. Je ne recommande pas. Je devais tourner toute ma tête pour vérifier mon angle mort. J'avais probablement l'air d'un hibou dérangé aux yeux des autres conducteurs. J'arrive devant la maison de mes parents, la même où j'ai grandi. Une maison typique de banlieue, avec cette peinture bleue délavée. Maman promettait de la refaire depuis environ 5 ans. La voiture de ma sœur Jenny était dans l'allée, tout comme le pick-up de mon frère marquait les véhicules de mes parents. Super. Toute la famille est là. Ça promet. Je suis passé par le garage, j'avais encore ma clé à ce moment-là et je suis entré dans la cuisine. Vous connaissez cette sensation quand vous entrez dans une pièce et que tout le monde s'arrête immédiatement de parler? Multipliez ça par 1000. Maman était assise à l'îlot de cuisine. Papa était près de la cafetière. Jenny était à sa place habituelle sur le comptoir, elle a 25 ans, mais elle s'y assied encore comme si elle en avait 12 et Marc était adossé au réfrigérateur. La première chose que maman fait, c'est de pousser un cri. Pas un petit cri discret, non, un vrai cri de feuilleton télé. Oh mon Dieu, qu'est-ce que Mike t'a fait au visage? Puis, sans même respirer, elle enchaîne. Mais comment as-tu pu, James? Comment as-tu pu faire ça à la famille? Le coup de fouet émotionnel entre l'inquiétude et l'accusation m'a donné encore plus mal à la tête que ce que j'avais déjà. C'est là qu'ils m'ont enfin expliqué ce qui se passait. Apparemment, j'avais eu une liaison torride avec Cathy. Oui, cette Cathy. Celle qui se moquait de mon acné au lycée. Celle qui m'a aidé à choisir le cadeau d'anniversaire de ma toute première vraie copine. Celle qui, littéralement, m'a qualifié de « grand frère » dans son discours de remise de diplôme à l'université. D'après eux, nous nous fréquentions en cachette depuis des mois. J'ai littéralement éclaté de rire. Et petit conseil, ne riez pas avec une lèvre fendue, ça fait un mal de chien. Mais c'était tellement ridicule que je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est à ce moment-là que Marc, mon propre frère, qui avait été mon témoin à mon mariage avant mon divorce, une toute autre histoire, pas pertinente ici, a attrapé un sac de sport derrière le canapé et l'a jeté à mes pieds. « Prends tes affaires et dégage », dit-il, essayant de paraître dur, comme s'il jouait dans un film. Le sac contenait peut-être la moitié de mes affaires du garage. J'ai appris plus tard qu'il avait juste pris des trucs au hasard. Il y avait mes vieilles cartes de baseball, mais il avait laissé toutes mes photos du lycée et de la fac. Merci frérot. J'ai essayé d'expliquer, évidemment. Je n'arrêtais pas de dire que c'était insensé, que je voulais des preuves, que je voulais comprendre d'où venait cette histoire. Papa ne faisait que secouer la tête, répétant des trucs comme « On te faisait confiance. Comment as-tu pu faire ça à Mike ?» Maman ne voulait même pas me regarder. Jenny, qui d'habitude parle pour toute la famille, restait assise là, silencieuse. Je leur ai demandé quelles preuves ils avaient. Leur réponse? On le sait, c'est tout. C'est littéralement tout ce qu'ils avaient. Aucune capture d'écran, parce qu'il n'y avait rien. Aucune photo de nous deux, sauf, bien sûr, les photos de famille normales des 15 dernières années. Rien. Ils savaient, c'est tout. Le pire? Ce sont des gens qui me connaissent. Maman et papa m'ont élevé avec l'idée de toujours dire la vérité. Ils m'ont même puni pendant un mois en 4e parce que j'avais menti sur un projet de science. Jenny venait me voir avec tous ses problèmes parce que j'étais, le raisonnable, de la famille. Marc, je l'ai aidé à déménager 3 fois parce qu'il est trop radin pour payer des déménageurs. Et pourtant, ils ont tous décidé que j'étais coupable. Sans poser de questions. J'ai essayé d'appeler Cathy. Messagerie directe. Je lui ai envoyé un message. Aucune réponse. J'ai même appelé chez ses parents, oui, ils ont encore une ligne fixe. Monsieur H a décroché et m'a dit que si je rappelais encore une fois, il appellerait la police. Très chrétien comme comportement, hein.
Monsieur, tout le monde mérite le pardon. Je suis parti de chez mes parents complètement sonné. Je n'ai même pas pris le sac que Marc m'avait lancé. Je suis juste monté dans ma voiture et j'ai conduit. J'ai fini par aller au Murphy S, un bar du centre-ville. J'y allais tous les jeudis soirs depuis environ 4 ans pour les soirées quiz. Le barman, Dave, a vu mon visage et a directement commencé à me servir mon cocktail habituel, un whisky sour basique, je sais. Puis, le colocataire de fac de Mike est arrivé pour prendre son service. Il m'a vu et, tout à coup, Dave m'a dit que je devais partir. Apparemment, je n'étais plus le bienvenu là-bas. Cool. Vraiment cool. Je suis rentré à mon appartement. J'ai essayé d'appeler Cathy encore une fois. Rien. À ce moment-là, mon téléphone explosait de messages venant de membres de la famille et d'amis de la famille. Tout le monde avait son opinion. Tout le monde savait qu'on était trop proches. Soudain, chaque fois où Cathy et moi avions passé du temps ensemble devenait suspect. Ce jour où je l'ai aidé à déménager après la fac? Bien sûr qu'on couchait ensemble, selon eux. Le fait que son copain de l'époque était aussi là. Détail commodément oublié. J'ai dû éteindre mon téléphone. Je suis resté assis là, dans mon appartement sombre, un sac de petits pois sur le visage, la poche de glace de la clinique avait fondu en essayant de comprendre comment ma vie entière avait explosé en environ 6 heures. J'ai appelé le boulot pour dire que j'étais malade le lundi. Comment expliquer à son patron que votre visage ressemble à un punching ball de boxeur professionnel parce que votre cousin pense que vous couchez avec sa fiancée? Ouais, ce n'était pas une conversation que je voulais avoir. Les semaines suivantes ont été un enfer absolu. On ne se rend pas compte à quel point nos vies sont entrelacées avec celles de notre famille, jusqu'à ce qu'ils décident tous d'agir comme si on était mort. Petit exemple, j'ai essayé d'aller à ma salle de sport habituelle le lundi matin. Je me suis dit que faire de l'exercice m'aiderait peut-être à y voir plus clair. Devinez qui était là? Steve, le copain de muscu de Mike, qui gère apparemment la salle maintenant. Soudain, mon abonnement était en cours de réexamen et on me conseillait d'aller dans un autre club. C'était comme si toute la ville participait à un jeu tordu de 6 degrés de séparation, sauf que là, c'était 6 degrés de comment bousiller la vie de James. Mon café habituel? La barista est la meilleure amie de la cousine de Cathy. L'épicerie du coin. Le propriétaire va à l'église avec les parents de Mike. Même mon dentiste a annulé mon rendez-vous pour le détartrage. Son fils joue apparemment au baseball avec le neveu de Mike ou un truc comme ça. Le boulot? Super aussi. J'ai dû expliquer à mon patron pourquoi j'avais l'air d'être sorti d'une bagarre de bar. J'ai essayé de rester vague, mais Suzanne, de la compta, a entendu bien sûr que oui et à la pause déjeuner, tout le bureau était au courant. J'ai été convoqué par les RH parce que quelqu'un, merci Suzanne, était inquiet pour ma conduite personnelle. J'ai dû expliquer à une RH de 23 ans que non, je n'avais pas de relations inappropriées avec qui que ce soit. Elle me regardait comme si j'étais le méchant d'un soap opéra. J'ai finalement réussi à parler à Cathy après environ une semaine. Cet appel, c'était violent. Genre explosion nucléaire émotionnelle. Ça a commencé avec elle qui me criait dessus pour avoir ruiné sa vie, et moi qui criais que la mienne aussi était ruinée. Mais quelque part entre les cris et les pleurs, oui, j'ai pleuré, jugez-moi si vous voulez, on a commencé à vraiment s'écouter. Il s'est avéré que ce qu'elle avait vécu était encore pire. Ses parents ultra-religieux l'avaient littéralement renié. Genre, tu es morte pour nous. Son père a même appelé leur prêtre pour savoir s'il pouvait l'excommunier officiellement de l'église. Spoiler, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, Monsieur H. Sa mère avait déjà emballé toutes ses affaires d'enfance dans des sacs poubelles et les avait laissés sur le perron. Classe. Très classe. Le travail de Cathy? Un cauchemar. Elle était chef de projet dans une grande agence de marketing en centre-ville. Mais sa chef d'équipe était la cousine de Mike du côté de sa mère. Du jour au lendemain, tous ses projets ont été réassignés, et elle s'est mise à recevoir des avertissements pour manque de concentration au travail. Oui, on se demande bien pourquoi elle aurait du mal à se concentrer alors que sa vie entière partait en vrille. On a commencé à comparer nos versions par message. Passer des appels semblait trop risqué, on ne voulait pas que quelqu'un entende quelque chose et relance encore plus de rumeurs. Aucun de nous ne savait d'où venaient ces accusations. À chaque fois qu'on demandait à quelqu'un une preuve, on nous répondait des trucs du genre. Tout le monde le sait. Ou c'était évident. Évident? Quoi donc était évident? Le fait qu'on se connaisse depuis l'enfance? Qu'on soit capable d'avoir une conversation sans que ce soit bizarre? La seule fois où j'ai réussi à coincer Mike, c'était à la station-service. Je suis tombé sur lui pendant qu'il faisait le plein, donc il ne pouvait pas fuir. Sa réponse? J'ai vu la façon dont tu la regardais. La façon dont je la regardais?
Sérieusement? Je la regardais de la même manière que je regardais Jenny, parce qu'elle était comme une sœur pour moi. Tu te souviens de ce sac de sport avec mes affaires du garage de mes parents? Ouais. J'y suis finalement retourné pour récupérer le reste de mes affaires environ 2 semaines plus tard. Maman avait tout mis en carton et laissé dans le garage. Elle n'avait même pas pris la peine d'étiqueter les boîtes. Elle avait juste tout jeté dedans au hasard. J'ai retrouvé mes photos de remise de diplôme du lycée mélangées avec des décorations de Noël. Mon diplôme universitaire était fourré avec de vieux équipements de sport. Cool. Vraiment sympa, maman. Le drame sur les réseaux sociaux? Un vrai bonheur aussi. J'ai été bloqué par quasiment toute ma famille. La sœur de Cathy, celle que j'avais aidée avec ses candidatures à l'université, a posté un statut vague sur les « serpents dans la famille », qui a reçu genre 200 commentaires. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée m'envoyaient soudainement des messages pour me dire qu'ils avaient toujours su qu'il y avait un truc louche chez moi. J'ai commencé à recevoir des appels et des textos d'inconnus. Apparemment, quelqu'un, je suis presque sûr que c'était le frère de Cathy, avait partagé mon numéro dans un groupe familial. J'ai dû changer de numéro après avoir reçu une avalanche de messages charmants, me traitant de briseur de ménage et d'autres choses que vous pouvez imaginer. Cathy et moi avons finalement compris qu'il fallait qu'on parte. Cette ville nous étouffait. Tout le monde avait déjà décidé qu'on était coupable, et rien de ce qu'on dirait ou ferait ne changerait leur avis. On ne pouvait même pas se retrouver en personne pour en parler, parce que les gens nous verraient, et ça ne ferait que confirmer leurs soupçons. J'en avais assez de devoir me défendre pour quelque chose que je n'avais pas fait. Comment prouver qu'on n'a pas fait quelque chose? C'est impossible. Et apparemment, aux yeux de tout le monde, le fait qu'on ne puisse pas prouver notre innocence voulait dire qu'on était coupable. Après environ 2 mois à vivre comme un ermite, avec les livreurs de DoorDash qui me regardaient bizarrement et je suis à peu près sûr que quelqu'un leur avait dit que j'étais ce gars-là, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai demandé un transfert au travail. Heureusement, ma boîte avait des bureaux à Seattle. Mon patron a été étonnamment cool à ce sujet. Probablement qu'il voulait juste se débarrasser du drama de bureau, soyons honnêtes. Cathy et moi avons une autre dernière conversation avant de quitter la ville. On a décidé qu'il valait mieux prendre des chemins séparés. Elle a choisi Chicago, moi Seattle. On est resté en contact via Instagram, mais c'est tout. On s'est désabonné de tout le reste, juste pour être prudent. On ne voulait pas que quelqu'un fasse une capture d'écran et relance les rumeurs, en disant qu'on se voyait encore en secret. Emménager à Seattle, c'était intéressant. Essayez d'expliquer à des futurs colocataires pourquoi vous déménagez soudainement dans une nouvelle ville à 27 ans, avec quasiment aucun meuble. Mon premier logement était un petit studio à Capitol Hill, hors de prix, mais c'était chez moi. Et là-bas, personne ne connaissait mon nom ni mon histoire. On ne peut pas mettre un prix sur ce genre de liberté. J'ai recommencé à zéro. Nouveau numéro de téléphone. Nouveau mail, j'ai dû abandonner l'ancien après qu'il ait été inondé d'inscriptions à des newsletters. Très mature, les gars. J'ai même supprimé mon ancien compte PlayStation parce que certains amis de Mike m'envoyaient encore des messages haineux via le chat du jeu. Qui fait ça, sérieusement? Le travail, ça allait en fait. L'avantage d'être le nouveau, c'est que personne ne pose trop de questions sur ton passé. Je disais juste que j'avais besoin de changement. Ce n'était pas vraiment un mensonge, non? Je me suis plongé dans le boulot. J'ai commencé à aller régulièrement à la salle de sport, une autre chaîne, évidemment. J'ai essayé de construire une routine. J'ai trouvé un bar sympa qui s'appelait The Crocodile, qui faisait des soirées quiz le mercredi. C'était une ambiance différente de celle du Murphy S, chez moi, mais les barman ne me regardaient pas comme si j'étais Satan en personne. Donc, une nette amélioration. J'ai commencé à y aller souvent, j'y ai rencontré des gens sympas. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Puis est arrivé le barbecue du boulot qui a tout changé. C'était l'été 2021, un de ces jours rares à Seattle où il ne pleut pas, et où il ne fait pas trop chaud. Mon collègue Jake organisait ça chez lui à Ballard. J'ai failli ne pas y aller. Je n'étais toujours pas très à l'aise dans les rassemblements sociaux. Mais Jake m'avait aidé à comprendre le réseau de bus de Seattle quand je suis arrivé, donc je me sentais redevable. C'est là que j'ai rencontré Amy. C'était l'amie de la femme de Jake, qu'elle avait rencontré dans un cours de yoga. Vous voyez ces moments dans les films, où le personnage principal voit quelqu'un et que tout le reste s'efface? Ouais, c'est du bullshit. En réalité, elle m'a surpris en pleine conversation très sérieuse avec le chien de Jake à propos de la bonne technique pour lancer un frisbee. Pas mon moment le plus cool. Mais d'une manière ou d'une autre, ça a mené à une vraie discussion. Elle était facile à aborder, ne faisait pas ce truc de « Seattle Freeze » où les gens sont polis mais distants. On s'est retrouvés à discuter pendant presque 2 heures sur le porche de Jake, à parler de tout et de rien.
Elle adore les podcasts de True Crime, oui, je vois l'ironie et elle comprenait vraiment mes blagues nulles sur le trafic à Seattle. On a commencé à sortir ensemble assez vite après ça. Dès le 3e rendez-vous, je savais que je devais tout lui dire. On ne peut pas construire quelque chose de vrai sur un mensonge, non? Alors j'ai tout balancé, le mariage, les accusations, le drama familial, tout. Je pensais qu'elle allait prendre ses jambes à son cou. Mais non. Elle a juste écouté. Vraiment écouté. Elle posait des questions qui montraient qu'elle cherchait à comprendre, pas à juger. Quand j'ai fini, elle a simplement dit. C'est vraiment nul. T'as envie d'une glace? Et bizarrement, c'était exactement la bonne réponse. Le plus étonnant? Elle s'est mise à suivre Cathy sur Instagram. J'avais mentionné qu'on gardait un contact minimal. Il se trouve qu'elles sont toutes les deux obsédées par un podcast qui s'appelle Crime Junkie, et soudain, elles ont commencé à s'envoyer des messages privés à propos des épisodes. Et la suite? Elles ont lancé un genre de club de lecture virtuel avec d'autres fans de True Crime. Elles font des appels Zoom toutes les 2 semaines, avec du vin et des snacks, pour discuter de ce qu'elles lisent. La vie de Cathy s'est améliorée aussi. Elle a rencontré un gars, Chris, par le biais de son travail à Chicago. C'est un développeur logiciel du moins officiellement et qui, apparemment, ne peut pas écrire une seule ligne de code sans au moins 3 écrans. Les mots d'amis. Ils parlent de tout et de rien dans leur club de lecture. Il a l'air plutôt bien, en tout cas. Il la traite bien, ne saute pas directement à des conclusions délirantes. Les bases, quoi. J'ai commencé à me dire que peut-être tout ça était arrivé pour une raison. Attention, je ne dis pas que perdre ma famille et ma ville natale ne fait pas mal. Il y a encore des jours où la cuisine de ma mère me manque, où je me demande à quoi ressemblent mes neveux et nièces maintenant. Mais j'ai construit quelque chose de bon ici. De vrais amis qui me font confiance. Une copine qui m'écoute. Une vie qui est vraiment la mienne. Le plus drôle, c'est que j'aime mieux le mois de Seattle que le mois de Portland. Le mois de Portland essayait toujours de rendre tout le monde heureux, avançait sur des œufs à cause du drame familial. Le mois de Seattle vit simplement, va au travail, joue à des jeux vidéo, emmène amis découvrir de nouveaux restos. Il existe sans avoir l'impression constante de devoir se retourner. J'ai appris par Cathy que ses parents continuent encore de dire du mal de moi à l'église. Apparemment, je suis leur exemple vivant du loup déguisé en agneau. Génial. Bon à savoir, 5 ans plus tard, ils parlent encore de moi. Super sain, monsieur et madame H. Donc voilà, je vivais ma meilleure vie à Seattle. Un bon boulot. Une copine géniale. J'avais même commencé à prendre des cours de cuisine, il paraît que je ne me débrouille pas trop mal avec les pâtes. Pour le reste, on y travaille encore. Et puis le mois dernier est arrivé. Et soudain, c'était comme si le passé me retombait dessus. Comme une sacrée gueule de bois. Tout a commencé un mardi. Amy travaille à domicile la plupart du temps, depuis que sa boîte est passée au télétravail après le Covid, et qu'elle n'a jamais fait marche arrière. Elle a l'habitude d'aller à pied jusqu'au resto méditerranéen au bout de la rue pour le déjeuner et ils font un shawarma qui est littéralement de la drogue en sandwich. Ce jour-là, elle rentre à la maison et il y a un truc bizarre. Il y a un mot collé à notre porte. Pas un mot du style « Désolé, on a raté votre livraison », ni une pub pour l'entretien de pelouse « On vit dans un appartement », mais ils en laissent quand même. Juste une feuille blanche avec écrit « Il faut qu'on parle ». Je reviendrai ce soir. Pas de nom. Pas de numéro. Rien. Juste ça. Comme mon nom est sur la boîte aux lettres, Amy a gardé son ancien appart en location, donc elle n'est pas sur le bail, elle a pensé que ça m'était destiné. Elle m'a appelé au travail, ce qu'elle ne fait jamais, parce qu'elle déteste téléphoner et préfère envoyer des textos. Je savais qu'elle flippait parce qu'elle parlait super vite et oubliait de respirer entre les phrases. J'ai quitté le boulot plus tôt, qui ne l'aurait pas fait? En rentrant, j'ai trouvé Amy avec toutes les portes verrouillées et tenant sa vieille batte de softball de l'université. Elle a joué en Division 1 à Washington State, et elle a toujours un sacré swing. On va parfois frapper des balles ensemble, et elle me met la misère à chaque fois. Mais la voir assez effrayée pour saisir sa batte? Ça m'a fait un drôle d'effet. On est resté éveillé tard ce soir-là à attendre. Amy a cuisiné 3 fournées de cookies, c'est sa façon à elle de gérer l'anxiété. On a enchaîné des séries Netflix débiles, qu'aucun de nous ne regardait vraiment. Personne n'est venu. Même chose la nuit suivante. Et celle d'après. Juste quand on commençait à se dire que c'était peut-être une mauvaise blague ou une erreur d'adresse, c'est arrivé. Vendredi soir. Vers 20h30. On venait de finir le dîner et on avait commandé parce qu'aucun de nous n'avait envie de cuisiner quand quelqu'un a frappé à la porte. J'ai regardé dans le Judas, et mon estomac s'est retourné. C'était Mike.
Il était là, en vêtements froissés, visiblement d'hier. Non rasé depuis plusieurs jours. Il tanguait légèrement, comme s'il était saoul, crevé, ou les deux. Amy a attrapé sa batte. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais je n'allais pas non plus la contredire. J'ai ouvert la porte, mais en gardant la chaîne de sécurité. Elle n'aurait probablement pas servi à grand-chose s'il avait décidé d'entrer en mode furie à nouveau, mais bon, c'était mieux que rien. La conversation a été à peu près ça. Mike, je peux entrer? Moi, absolument pas. Mike, allez mec, je veux juste parler. Moi, la dernière fois que tu voulais parler, j'ai fini aux urgences. Mike, regardant ses pieds, ouais, à propos de ça. Je suis venu m'excuser. Moi, excuses acceptées. Au revoir. J'ai commencé à refermer la porte. Mike, attends. Je connais la vérité maintenant. À propos de tout. Moi, super histoire. Tu n'entreras pas quand même. Mike, je dois aussi m'excuser auprès de Cathy. Tu peux me donner ses coordonnées? Moi, je me suis mis à rire, ouais, bien sûr. Non. Mike, s'il te plaît, je veux juste arranger les choses. Moi, tu as eu 5 ans pour arranger les choses. 5 ans de silence. Et maintenant, tu débarques à ma porte, tu t'attends à quoi exactement? Il continuait à parler, mais j'en avais assez. Je lui ai dit que je ferais passer le message à Cathy, que s'il elle voulait lui parler, ce serait son choix, pas le mien. Puis j'ai refermé la porte. À travers la porte, je l'ai entendu crier quelque chose à propos de débloquer ma mère, parce qu'elle voulait me parler. Je suis retourné dans le salon, où Amy tenait encore sa batte, comme si elle se préparait pour la saison de baseball. J'ai immédiatement appelé Cathy, je me suis dit qu'elle devait savoir que Mike essayait de reprendre contact. Elle était aussi choquée que moi. Elle m'a clairement dit qu'elle ne voulait pas que je donne ces infos à Mike, ce que je comprenais totalement. Toute cette histoire m'a bien plus chamboulé que je ne le pensais. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à Mike, à la façon dont il était apparu comme ça. Il avait l'air épuisé. Pas seulement mal rasé et froissé, mais vaincu. Rien à voir avec le gars qui avait essayé de me démonter la tête 5 ans plus tôt. Amy a été incroyable pendant tout ça. D'habitude, elle est ce genre de personne détendue, un peu loufoque, qui fait des jeux de monulédance en faisant la vaisselle, mais cette semaine-là, Amy est passée en mode ultra protectrice. Le lendemain, elle a installé une sonnette vidéo Ring. On est locataire, mais elle a dit qu'elle préférait perdre la caution plutôt que de se sentir en insécurité. Elle a commencé à bosser depuis le café juste en bas au lieu de rester à l'appartement. Elle a même appelé son frère qui est flic à Tacoma pour se renseigner sur les ordonnances restrictives, au cas où. Il m'a fallu quelques jours pour décider quoi faire à propos de ma mère. J'ai finalement débloqué son numéro, mais je lui ai envoyé un SMS au lieu d'appeler. J'ai entendu dire que tu voulais parler. Je me suis dit que la balle était dans leur camp. Après 5 ans de silence, ils ne pouvaient pas juste débarquer et s'attendre à ce que tout redevienne normal. Après la visite surprise de Mike, ma mère a commencé à m'envoyer des textos, pas des appels. J'imagine qu'elle a compris que je n'étais pas prêt pour ça. Voici à quoi ressemblait notre premier échange. Maman, on veut que tu rentres à la maison. Moi, je suis à la maison. Maman, tu sais ce que je veux dire. On veut s'excuser et te reprendre dans la famille. Moi, qu'est-ce qui a déclenché ça? Maman, on sait maintenant ce qui s'est vraiment passé. Moi, il n'a fallu que 5 ans. Super. Ouais, j'étais un peu mesquin. Qu'on me poursuive. Finalement, après quelques échanges, elle m'a tout raconté. 2 ans après le mariage, celui que Mike a eu avec Jessica, une fille de sa salle de sport, il s'est avéré que c'était elle que j'avais vue au mariage de Cathy, assise toute seule, l'air mal à l'aise. Ça prend sens maintenant. Leur mariage a apparemment été un désastre dès le départ, disputes constantes, problèmes de confiance, tout le package. Lors d'une de leurs grosses disputes, il y a environ 6 mois, Jessica a laissé échapper quelque chose du genre. J'ai pas foutu en l'air la relation d'Emily juste pour passer mon mariage à entendre parler d'elle. Là, laisse bien ça s'imprégner. Il s'avère que Jessica avait tout inventé. Absolument tout. Elle avait un faible pour Mike, avait vu à quel point il était proche de Cathy, et avait décidé d'éliminer la concurrence. Elle a dit à Mike qu'elle avait vu Cathy et moi ensemble, lui a balancé tout un tas de détails sur des soi-disant rendez-vous secrets et des messages cachés. Mais quand Mike a demandé des preuves, elle n'en avait pas parce que, bien sûr, rien de tout cela n'avait jamais eu lieu. Et le pire? Quand Mike a rapporté ses accusations à la famille, tout le monde l'a cru. Aucun doute. Aucune vérification. Leur logique? Mike ne saboterait pas son propre mariage s'il n'était pas sûr.
Parce qu'apparemment, être sûr, ça signifie croire sur parole une fille random de la salle de sport plutôt que les personnes que tu connais depuis toujours. Pas une seule personne, dans aucune des deux familles, n'a pris la peine de me parler. Ou de parler à Cathy. Pas un seul n'a demandé de preuves. Pas un seul ne s'est dit. Et, peut-être qu'on devrait entendre leur version des faits avant de détruire leur vie. Le meilleur dans le pire? Jessica avait déjà un passif. Après que toute la vérité ait éclaté, l'ami de Mike, Tom, s'est souvenu qu'elle avait fait un truc similaire dans sa salle précédente, elle avait accusé un coach de harcèlement parce qu'il refusait de quitter sa copine pour elle. Mais personne n'avait pensé à vérifier ça pas avant que mon visage devienne le sac de frappe personnel de Mike. Cathy l'a encore plus mal pris que moi. Tous ces gens de l'église qui l'avaient traité comme si elle incarnait le péché, ses parents qui avaient littéralement mis ses souvenirs d'enfance dans des sacs poubelles, son patron qui lui a pourri la vie jusqu'à ce qu'elle soit obligée de démissionner. Aucun d'eux n'avait pris la peine de vérifier quoi que ce soit non plus. Petit récapitulatif chronologique. Juin 2019, désastre du jour de mariage. Juillet 2019, Cathy et moi quittons la ville. Décembre 2019, Mike commence à sortir avec Jessica. Mars 2020, il se marie. Août 2021, je rencontre Amy. Septembre 2024, Jessica avoue enfin avoir tout inventé. Octobre 2024, tout le monde veut soudain s'excuser. 5 ans. 5 années entières à être le paria de la famille. 5 ans à manquer les anniversaires, les fêtes, les mariages, les naissances. 5 ans où mes neveux et nièces ont entendu dire que tonton James est une mauvaise personne. Tout ça parce qu'une fille de la salle de sport ne supportait pas que mon cousin soit heureux avec une autre. Amy a été mon rock à travers tout ça. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle s'est juste assise une minute, puis a dit. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que ta famille entière est plus bête qu'un tas de cailloux. Ça m'a fait rire pour la première fois depuis que j'avais appris la vérité. Cathy, elle, l'a pris moins à la légère. Citation directe de notre appel. Ils peuvent prendre leurs excuses et se les mettre là où le soleil ne brille pas. Dis-nous vraiment ce que tu ressens, Cathy. Le pire, ce n'est même pas le mensonge. C'est la facilité avec laquelle tout le monde y a cru. Ces gens qui me connaissent depuis que je suis bébé. Qui m'ont vu grandir. Qui prétendaient m'aimer. Ils ont tous décidé que cette histoire entre Cathy et moi avait plus de sens que la vérité. Ma mère continue d'envoyer de longs textos, expliquant à quel point ils sont désolés, qu'ils auraient dû savoir mieux, qu'ils veulent réparer les choses. Mon père a même essayé d'appeler. Je l'ai bloqué direct. Jenny m'envoie des photos de ses enfants avec des légendes pleines de culpabilité du style. Ils aimeraient rencontrer leur oncle. Mais voilà le truc. On ne peut pas simplement appuyer sur réinitialiser après 5 années à traiter quelqu'un comme une ordure. On ne peut pas juste dire « Oups, désolé » et s'attendre à ce que tout redevienne normal. La confiance, c'est comme un miroir. Une fois brisée, tu peux essayer de la recoller, mais tu verras toujours les fissures. Je vous tiendrai au courant si quoi que ce soit se passe. Merci d'avoir lu. Dernière mise à jour. Bon, Reddit, c'est la fin. Cathy et moi avons décidé qu'il était temps d'affronter la musique et de retourner chez nous. Nous avons accepté de rencontrer les deux familles mais selon nos conditions. J'ai choisi un lieu neutre, un café en centre-ville, sans lien avec aucune des familles. Cathy était trop anxieuse pour prendre l'avion juste pour ça, donc on a installé mon ordinateur portable avec elle en visioconférence via Zoom. Elle était en haut-parleur, mais sans la caméra, elle voulait tout entendre, sans avoir à voir leur visage. Et franchement, je ne peux pas lui en vouloir. Le gang était au complet, mes parents, Mike, Jessica qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, les parents de Cathy, mes frères et sœurs. Même Tom est venu. Probablement parce qu'il se sentait coupable d'avoir été le témoin de Mike et de n'avoir rien dit à l'époque. Avant que qui que ce soit commence à s'excuser, j'ai énoncé quelques règles claires. Cathy entend tout. Elle peut choisir de parler ou non. Si elle quitte la réunion est terminée. Personne ne me touche. Je te regarde, Mike. Aucun sermon religieux. Celui-là était pour les parents de Cathy. La première à parler fut Jessica. Elle avait l'air, disons, abîmée. Les problèmes de mariage, ça ne lui va pas au teint. Sa grande explication ? Elle était amoureuse de Mike et pensait que Cathy ne le méritait pas. Voilà. C'est littéralement sa justification pour avoir détruit plusieurs vies. Ce n'était pas un malentendu, ni une erreur d'identité. Elle voulait juste mon cousin. Et elle a décidé de faire sauter la vie des autres pour y parvenir. Mike a essayé de s'excuser pour les coups. Enfin. Essayer, hein. Il a dit qu'il aurait dû savoir qu'il fallait des preuves avant de croire Jessica.
Pas mal, Sherlock. Tu crois peut-être qu'il faudrait vérifier les faits avant de transformer le visage de ton cousin en punching ball? Ensuite sont venus les parents. Les deux côtés. C'était intéressant. Ma mère a essayé de me prendre dans ses bras quand je suis arrivé. J'ai reculé. Le regard sur son visage, comme si je l'avais giflé. Ouais, ben. Souviens-toi de ce que ça fait, maman, quand tu as emballé toutes mes photos d'enfance comme si c'était des déchets. Le père de Cathy a commencé à parler de pardon biblique, jusqu'à ce que Cathy rallume son micro et le coupe net. Ces mots exacts? Vous avez mis mes affaires dans des sacs poubelles et les avez laissés sous la pluie. N'ose même pas me citer les Écritures. Je n'avais jamais vu Monsieur H rester sans voix. C'était presque jouissif. Ma sœur Jenny a pleuré en disant à quel point ses enfants demandaient après moi. Touchant, non. Mais, où était cette inquiétude quand tu m'aidais à emballer mes affaires? Quand tu m'as bloqué partout? Quand tu racontais à tout le monde à l'église que j'étais une horrible personne? Le truc avec la famille, c'est qu'ils sont censés te connaître mieux que quiconque. Te faire confiance. Au moins, te laisser le bénéfice du doute. Mais chaque personne dans cette pièce a choisi de croire le pire à propos de Cathy et moi. Sans poser de questions. Sans aucune preuve. Juste. Ouais, c'est clair qu'ils couchent ensemble. Allons détruire leur vie. Alors je leur ai dit. Je leur ai tout dit. À Jessica, que son bonheur éphémère avait été bâti sur la souffrance des autres. À Mike, que son absence totale de confiance avait détruit bien plus que sa relation avec Cathy. Aux deux familles, que leur amour était manifestement conditionnel et qu'ils allaient devoir vivre avec cette réalité. Cathy a pris la parole à la fin. Elle était calme. Ce qui était, d'une certaine manière, encore pire que si elle avait hurlé. Elle a dit. Le pire, ce n'est pas que Jessica ait menti. C'est que pas un seul d'entre vous n'ait pensé que nous valions la peine de connaître la vérité. Vous nous avez jetés comme des déchets sur la base de simples ragots. Ça en dit bien plus sur vous que ça n'en a jamais dit sur nous. Puis elle a quitté l'appel. Réunion terminée. Mes parents continuent d'essayer de réparer. Ma mère m'envoie des longs messages émotionnels sur la famille, le pardon? Mon père raconte à tout le monde qu'il me laisse de l'espace. Super, papa. 5 ans de retard, mais bon. Les parents de Cathy veulent soudain lui rendre visite à Chicago. Bonne chance avec ça. Mais voilà le truc, Ami et moi, on a construit une vie ici. Une bonne vie. J'ai une bague cachée dans le tiroir à chaussettes. Chut, ne lui dites pas, mais je vais la demander en mariage le mois prochain. Cathy est heureuse avec Chris. On a tous les deux de vrais amis qui nous font confiance. Un travail qu'on aime. Une vie qu'on a reconstruite à partir de rien. Parfois, la famille que l'on choisit est 1000 fois meilleure que celle dans laquelle on est né. Parfois, ce qui est brisé ne mérite pas d'être réparé. Et parfois, la meilleure des vengeances, c'est simplement d'être heureux sans ceux qui vous ont jeté. Voilà comment le mariage de mon cousin a détruit mon ancienne vie. Et m'a accidentellement conduit vers une bien meilleure.